inspiré de faits réels. Vous avez tous lu cette phrase sur la jaquette d'un roman ou sur fond noir au début d'un film. Et moi, cette phrase m'a toujours rendu perplexe. Je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que ça peut faire? En quoi le fait qu'elle soit réelle rend une histoire plus intéressante? Et plus généralement, est-ce que c'est le boulot d'un écrivain que de raconter la réalité? Dans un premier réflexe, on peut tout rejeter en bloc. L'accroche inspirée de faits réels serait un attrape-gogo comme une étiquette marketing sur un paquet de lessive. Très peu de grands romans de la littérature sont tirés de faits réels. Alice au pays des merveilles, Le meilleur des mondes, ou Le père Goriot, ou Les frères Karamazov, c'est la réalité peut-être? Et quand on nous raconte qu'un roman est réaliste, on découvre souvent que l'essentiel y est imaginaire. Même dans Germinal, le roman réaliste par excellence, les personnages et les lieux sont complètement fictifs. Alors oui, on peut tout rejeter en bloc, mais soyons honnêtes. Moi-même, je préfère qu'on me raconte l'histoire du Titanic plutôt que celle d'un bateau fictif en train de couler. Et comme souvent, le problème est plus compliqué qu'il n'en a l'air, et c'est pourquoi j'ai jugé qu'il méritait un épisode de l'alchimie de l'écriture, la série où l'on s'intéresse ensemble au dur métier d'écrivain. Ce sera notre épisode numéro 12. Alors, si on essaie d'être un peu sérieux et d'y penser quelques secondes, on trouve rapidement de bonnes raisons d'écrire un roman d'après la réalité. D'abord, la réalité est tout bêtement une très bonne source d'inspiration. En 1827, le brave Henry Bale, autrement dit Stendhal, s'intéresse à un fait divers dans son journal, l'affaire Berthet. Une histoire d'adultère entre un jeune séminariste et une bourgeoise de province qui finira en fusillade en plein milieu de la messe. Stendhal, à l'époque, tombe sur cette histoire et il reste sur sa faim. Parce que dans ce genre d'affaires, les journaux se contentent de donner les faits. Mais le romancier et ses lecteurs, ce qui les intéresse, ce sont les gens, les personnages et ce qui se passe dans leur tête. Comment un séminariste peut en arriver psychologiquement à tuer son ancienne maîtresse en pleine messe? Et ça ne se raconte pas en 2 colonnes dans un journal, il faut un livre entier. Et comme on ne peut pas savoir ce qui se passait vraiment dans la tête des protagonistes, il faut imaginer. Ça devient de la fiction, ça devient un roman. Ok, donc la réalité est une source d'inspiration, mais si on y pense, c'est une évidence. Évidemment que la réalité est la source majeure de notre inspiration. Le romancier se gave de ce qu'il voit autour de lui, et c'est de ça qu'il tire ses idées. Il y a donc autre chose. L'autre intérêt énorme de la réalité, c'est que les gens, vos lecteurs, connaissent déjà ce dont vous allez leur parler. Reprenons l'exemple du Titanic. Tout le monde connaît. Et alors que vous commencez à raconter la romance entre Rose et Jack, pas besoin d'en faire des tonnes sur le bateau et sur le contexte. Tout le monde connaît déjà. Mieux, vos lecteurs ont déjà eu le temps de développer tout un imaginaire dans lequel votre histoire va s'inscrire. Le naufrage du Titanic fait fantasmer tout le monde. Le fait d'y accrocher votre histoire vous assure un lectorat chaud comme la braise dès la première page. Et encore mieux, vos lecteurs savent à l'avance comment ça va finir. Le bateau va couler et tout le monde va mourir, ce qui introduit une grosse dose d'ironie dramatique dans votre histoire. L'ironie, c'est quand le lecteur sait ce que les personnages eux-mêmes ignorent. C'est le mécanisme de base de la plupart des romans historiques. Ok, d'accord. Mais ce qui est valable pour le Titanic n'est pas valable pour l'affaire Berthet de 1827. Alors pourquoi, même dans ce cas, le lecteur s'intéresse au fait que l'histoire soit inspirée de faits réels? Eh bien, si on va un peu plus loin dans notre raisonnement, on tombe sur le problème du cercle magique. Le cercle magique, si vous me suivez, vous connaissez déjà, c'est le cercle de crédibilité dans lequel votre lecteur doit entrer pour accepter votre histoire. Par exemple, si vous écrivez Le Seigneur des Anneaux, votre lecteur doit accepter qu'il existe des hobbits, des orques et des elfes, un anneau magique et toute la mythologie de la Terre du Milieu. Si au bout de 100 pages, votre lecteur se dit que c'est ridicule parce que ces choses-là n'existent pas, vous avez perdu. Il ne s'intéressera pas à votre histoire, peu importe la richesse de votre intrigue ou la portée de vos messages. Si le lecteur sort du cercle magique, c'est perdu. Ok, alors si on ne veut pas prendre de risques avec la crédulité, si on veut un cercle magique le plus grand possible, prêt à accueillir tous les lecteurs, il suffit de se cantonner au monde réel. Le monde réel, c'est bien pratique, tout le monde y croit. Le problème, c'est que pour intéresser votre lectorat, vous devez raconter une histoire qui sort de l'ordinaire, une histoire qui retient l'attention, qui imprime les mémoires. C'est ce que font les grands-pères à la table familiale. Ils racontent une histoire vraie, certes, mais ils l'embellissent, ils rajoutent des fioritures, tout ce qui fait qu'on finit par dire « Ah, lui, il sait rudement bien raconter ». Mais bon, vous comprenez le problème, à force d'embellir, votre histoire est de moins en moins crédible et vous rapetissez votre cercle magique.
Alors c'est un problème, parce que vous voulez que vos lecteurs croient à votre histoire. La solution de facilité, je vous le donne en mille, c'est de rajouter sur une jaquette « tiré de faits réels ». Mais ce n'est pas glorieux, et vous remarquerez qu'aucun grand romancier ne fait jamais ça. En fait, la solution, c'est le talent. S'écarter du réel, se créer son univers propre, son style, proposer à ses lecteurs un imaginaire où il se sent bien. C'est le travail incroyable de Raymond Queneau par exemple, ou de Gabriel Garcia Marquez. Il nous propose un univers très original, poétique, onirique, mais auquel on adhère sans condition. À aucun moment on ne se sent gêné du fait que tout ça, ça n'existe pas. Bon, tout ça c'est facile à dire, mais comment on fait ? D'abord, il y a la Sainte Trinité, les détails, la cohérence, la complexité. Pour que le lecteur accepte votre univers littéraire, cet univers doit avoir les mêmes qualités que la réalité. Il doit être riche. Riche, ça veut dire plein de détails, et pas seulement les détails dont votre intrigue a besoin, mais aussi des détails secondaires, un décor, un univers. Et tout cela, ça va sans dire, ne doit pas comporter d'erreurs ou de contradictions. Les 100 ans de solitude de Garcia Marquez, par exemple, racontent un monde qui n'existe pas, un monde poétique, symbolique, fantastique, mais incroyablement riche, à tel point qu'il nous passionne et qu'on aime y vivre le temps de notre lecture. On y croit non pas parce qu'il est réaliste, mais parce qu'il est beau et séduisant. Et ceci nous amène à l'autre façon de bâtir un cercle magique, c'est l'empathie, c'est-à-dire l'attachement, l'identification aux personnages qui évoluent dans votre histoire. Herman Melville a passé sa vie sur les océans. Il aurait pu écrire, en revenant au port, un traité scientifique sur la pêche à la baleine. Au lieu de ça, il écrit l'histoire d'un homme, le capitaine Achab, et ça devient un chef-d'œuvre de la littérature, Moby Dick. Si le lecteur croit en vos personnages, il croira en votre univers. Il croira au monde délirant de Zazie dans le métro, ou à la société aliénante de Meursault dans L'étranger de Camus, ou de Joseph K. dans Le procès de Kafka. Bref, avant d'écrire votre roman ou pendant son écriture, prenez le temps de caractériser votre univers, votre cercle magique, et ne vous arrêtez pas au décor. Pensez à la symbolique de votre univers, à vos références culturelles, au mélange que vous effectuez, vos sources, vos inspirations. Autrement dit, en quoi votre cercle magique fait appel à l'imaginaire préexistant de vos lecteurs. Ensuite, au lieu d'un univers physique avec ses montagnes et ses forêts, pensez à l'univers empathique que créent vos personnages. Qui sont-ils ? Des concentrés d'humanité, comme les personnages de Raymond Carver, ou au contraire, des abstractions littéraires comme ceux de Raymond Queneau. Enfin, votre style même contribue à la crédibilité de votre roman. Prenez le temps de vous demander en quoi votre façon de parler, de raconter, constitue en soi un point d'intérêt qui donne envie au lecteur de rester avec vous. Bref, s'il y a une chose à retenir, c'est que votre job d'écrivain, ce n'est ni de raconter la réalité, ni de singer la réalité en recréant un univers synthétique. Non, votre boulot, c'est de créer un cercle magique. Mais alors, un romancier ne peut pas parler de la réalité ? Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Prenez l'exemple des sciences. Il n'y a pas plus attaché au réel, n'est-ce pas ? Eh bien, contrairement à ce qu'on pense souvent, Galilée, par exemple, n'a pas édicté sa loi sur la chute des corps en observant la réalité autour de lui. Deux objets tombent à la même vitesse dans le vide, quelle que soit leur masse. Galilée n'a jamais observé cela, car à son époque, on ne pouvait pas faire le vide. Il a fondé sa théorie sur une construction imaginaire. Idem pour Einstein et ses théories de la relativité. Ces deux géants de la science ont révolutionné notre connaissance de la réalité en se basant principalement sur leur imaginaire. Et c'est ça aussi le talent du romancier. Raconter la stricte réalité, c'est le boulot d'un journaliste ou d'un historien. Le romancier, lui, à l'image de Galilée ou Einstein, doit utiliser son imagination pour créer quelque chose de plus grand que la réalité. Par exemple, vous tombez dans votre grenier sur la correspondance de votre arrière-grand-oncle poilu de la guerre 14. Vous pouvez bêtement, sur cette base, raconter son histoire. Mais vous pouvez aussi, par votre style, lui rajouter une dimension symbolique qui porterait sur d'autres conflits, ou la guerre en général. Ou bien vous pourriez creuser l'analyse psychologique pour étendre son histoire à des valeurs plus universelles de l'âme humaine. Si vous voulez rester dans le strict témoignage historique, vous pouvez agréger son histoire à celle d'autres combattants, même du camp adverse. Vous pouvez inventer une vision poétique ou abstraite de la guerre. Vous pouvez vous centrer sur l'humain ou au contraire, donner une vision aseptisée. Vous pouvez même imaginer le point de vue d'un martien ou d'un voyageur temporel venu du passé. Bref, si vous voulez être écrivain, vous devez dépasser la réalité, c'est la base de votre métier. Sur les 67 chefs-d'œuvre de la littérature que j'ai analysés dans ma série jumelle de l'alchimie d'un roman,
aucun ne relate une histoire réelle. Et voilà, c'est fini, la balle est dans votre camp, à vous de retourner à votre table de travail et de réfléchir à tout ça. Dans cette vidéo, j'ai cité pas mal d'exemples parmi les grands chefs-d'œuvre de la littérature. Si ça vous intéresse, vous pouvez tous les retrouver dans ma série jumelle de l'alchimie d'un roman, qui est une chaîne d'analyse littéraire, parce que, quoi qu'on dise, on ne va pas bien loin si on ne connaît pas les classiques. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où je donne de temps en temps quelques infos sur mon actualité, mes prochains romans ou ma participation à des salons ou des dédicaces. Je vous rappelle que mes vidéos sont aussi disponibles sur Tacotac, une sorte de hub internet qui regroupe les vidéos culturelles francophones. Et si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me donner un coup de pouce, allez donc jeter un coup d'œil à ma page Tipeee. Voilà, je vous laisse retourner bosser et j'y retourne moi-même. À bientôt, lisez des livres, écrivez des livres et portez-vous bien.